Alors concrètement, comment est-ce qu'on obtient la taille de l'échantillon à interroger pour connaître la popularité du maire de la vidéo précédente? Je vais passer sur les détails très mathématiques de la démonstration pour vous donner directement le mode opératoire. Alors la première chose à faire, c'est de se fixer arbitrairement un seuil de confiance, qui est en gros la probabilité que l'échantillon soit représentatif. Et on va lui associer un paramètre T appelé niveau de confiance. Alors pour simplifier, je vais vous donner 4 exemples de seuil de confiance. Plus le problème est vital, plus vous prendrez un seuil de confiance élevé, et les niveaux de confiance associés. D'accord ? Donc on pourrait choisir par exemple de travailler avec un seuil de confiance de 80% et on aurait un niveau de confiance de 1,28. Ou alors si on choisit un seuil de confiance de 95%, on aurait un niveau de confiance de 1,96. Vous pourriez me dire, mais d'où sortent ces nombres-là? Je vais vous expliquer rapidement si vous voulez. Nous avons la variable aléatoire que nous étudions, proportion de réponse oui, qui suit une loi normale, dont on a considéré qu'elle suivait à peu près une loi normale, autour donc d'une gaussienne autour de la proportion de la popularité du maire, la P, qu'on cherche à estimer. Voilà ce que l'on a considéré. Et si on veut par exemple un seuil de confiance de 95%, alors on cherche ce qu'on appelle un intervalle de confiance bilatéral au seuil de 95%, c'est-à-dire on cherche un intervalle qui partirait d'ici en quelque sorte et qui arrivait symétriquement par rapport à P là, et que cet intervalle contiendrait 95% de mes échantillons. Voilà, là j'aurai 95% de la surface. D'accord ? Dans la vidéo sur la loi normale inverse, je vous rappelle ce qu'est un intervalle de confiance bilatéral. Et je peux très bien déterminer de combien d'écarts types il faudrait que je m'écarte de mon espérance pour avoir ces 95% de ma surface sous la courbe. Eh bien, vous pouvez très bien le faire avec la loi normale inverse ou avec la loi normale inverse centrée réduite. Vous pouvez aller voir mes vidéos. La distance entre l'extrémité de l'intervalle et mon espérance serait dans ce cas-là de ça, en termes d'écart type, de 1,96 écart type. Entre ici et là, il y aurait 1,96 écart type. Là, votre calculatrice pourrait vous le donner très facilement. D'accord ? 1,96, c'est pas 1,96, c'est 1,96 fois sigma l'écart type. D'accord. Donc voilà d'où ces nombres viennent. Et pareil, si vous avez 90%, il faudrait vous écarter. Pour avoir 90% de la surface sous la courbe, il faut vous écarter de 1,645 écart type. Alors bien évidemment, ces valeurs-là sont des valeurs approchées. D'accord ? Voilà. Voilà donc d'où viennent les niveaux de confiance associés au seuil de confiance et ce qu'ils signifient. Je vais effacer ça et on va continuer. Voilà. Ok. Alors, d'autre part, on maîtrise notre marge d'erreur, donc on fixe à l'avance notre marge d'erreur. On n'a pas envie d'avoir une marge d'erreur démentielle qui voudrait dire que notre sondage ne signifie absolument rien. On va fixer à l'avance la marge d'erreur et on va se dire je dois interroger tant de personnes pour avoir cette marge d'erreur-là avec ce seuil de confiance que je me suis fixé. D'accord ? Donc la marge d'erreur, on la fixe et on l'appelle petit e. C'est-à-dire je ne veux pas obtenir plus. En fait, il y a un mot que je n'ai pas prononcé mais que j'ai écrit qui est capital, c'est la marge d'erreur maximale. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, mes résultats ne s'écarteront pas de plus de E% de la vraie proportion. D'accord ? C'est la marge d'erreur maximale, c'est en quelque sorte au pire la marge d'erreur que je peux obtenir. Et la marge d'erreur que j'obtiendrai effectivement sera inférieure à cette marge d'erreur maximale. Donc cette marge d'erreur maximale, là, c'est en fait un seuil de sécurité. Je ne veux pas dépasser tant de pourcents de marge d'erreur. Alors, la formule donnant la taille de l'échantillon, alors c'est là-dessus que je passe les démonstrations mathématiques. On la trouverait en travaillant sur les formules des lois normales et des lois normales inverses. La formule qui donne la taille de l'échantillon, c'est cette formule-là. D'accord ?
c'est T au carré, hein, vous voyez dans cette formule, là, T représente le seuil de confiance, E représente la marge d'erreur, et P la proportion qu'on cherche à estimer. Alors voilà la formule qui donne la taille de l'échantillon. On devrait être content, on a comment calculer la taille de l'échantillon. Le problème, c'est que cette formule, on ne peut pas l'utiliser. Réfléchissez un peu, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser cette formule? Pourquoi cette formule, elle est en même temps vraie et en même temps inutilisable? Parce que le but de toute notre manœuvre, c'est d'estimer, la cote de popularité du maire, c'est d'estimer P. P, on ne le connaît pas. Et je me vois mal utiliser une formule qui se sert d'un paramètre que je ne connais pas et que je ne maîtrise pas. C'est P qu'on cherche, on ne peut pas se servir d'une formule dans laquelle on aurait besoin de connaître P à l'avance alors que c'est lui qu'on cherche. D'accord? Donc il va falloir ne pas travailler avec cette formule-là, mais travailler avec une formule dans laquelle P n'apparaît pas. D'accord? Et c'est pour ça qu'on va faire un petit peu d'analyse de fonction pour pouvoir arriver à une autre formule que je vais mettre dans le cadre rouge qui est tout en bas et qui ne dépendra pas de P. On va s'intéresser à la partie qui nous gêne dans cette formule, à la partie où il y a P, c'est-à-dire le P fois 1 moins P. P fois 1 moins P, c'est une fonction, hein, c'est la fonction, on pourrait s'intéresser, et on va s'intéresser à la fonction y égale x fois 1 moins x, f de x égale x fois 1 moins x. Hein, cette fonction, c'est une fonction que vous étudiez au lycée, hein, c'est une fonction du second degré, c'est une parabole. Et x fois 1 moins x, quand on développe, ça fait x moins x carré, c'est donc une parabole tournée vers le bas. D'accord? Voilà. Et l'avantage avec les paraboles tournées vers le bas, c'est qu'elles ont un maximum. Donc P fois 1 moins P, quoi que je fasse, il est toujours plus petit qu'un certain nombre. Ce nombre, c'est 0,25, c'est pas très difficile de le trouver. En étudiant la fonction, tenez, voilà le dessin. Là, en rouge, vous avez le tracé de la parabole f de P égale P fois 1 moins P. Et vous voyez qu'elle admet un maximum en 0,5. Et ce maximum vaut 0,25, donc P fois 1 moins P est toujours plus petit que 0,25, quel que soit P. Vous pouvez demander à n'importe quel élève de lycée de vous étudier cette parabole, et il vous trouvera ce résultat-là. D'accord? Donc P fois 1 moins P est toujours plus petit que 0,25. Donc je peux très bien remplacer P fois 1 moins P par 0,25. 0,25 est plus grand. Tant mieux, ça nous fera un échantillon plus grand, ça nous fera plus de précision. Donc vous voyez, on commet une imprécision, mais on commet une imprécision dans le bon sens. On commet une approximation dans le bon sens. On va remplacer P fois 1 moins P par un nombre qui donnera une taille d'échantillon plus grande, donc des résultats plus précis. Donc en fait, notre marge d'erreur maximale, on n'y arrivera même pas. Hein, on n'y arrivera que si la vraie proportion est exactement de 0,5, ce qui arrive très rarement. D'accord? Donc en fait, la formule qui va nous donner la taille de l'échantillon et qui, elle, va vraiment nous servir, c'est cette même formule-là que je vous ai donnée, où je remplace P fois 1 moins P par 0,25. Donc on utilisera la formule taille de l'échantillon égale 0,25 fois T au carré divisé par la marge d'erreur au carré. T, c'est le seuil de confiance dans le tableau qui est sur la droite là, de votre écran. Et E, c'est la marge d'erreur qu'on se fixe. Et on va le faire pour la popularité de notre maire, pas plus tard que tout de suite. Allons-y. On garde cette formule, elle va nous servir. Donc maintenant, je me fixe, pour mon enquête, une marge d'erreur maximale de 3%. Je ne veux pas m'éloigner de plus de 3% de la vraie proportion. Et je travaille avec un seuil de confiance de 95%. Alors, quelle va être la taille de l'échantillon? Allez-y, faites-le vous-même. Vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Mettez la pause. Et bien vous voyez, il suffisait juste de remplacer T par le niveau de confiance de 95%, c'est-à-dire 1,96. T vaut 1,96 si je travaille avec un seuil de confiance de 95%. Et la marge d'erreur de 3%, je vais remplacer E par 3%. Attention, pas par 3, par 0,03. Je vais donc avoir N égale 0,25 fois 1,96 au carré divisé par 0,03 au carré. Et ça me donne une taille d'échantillon de 1068 personnes. Et je vais donc faire un sondage en interrogeant 1068 personnes. Et voilà d'où viennent ces à peu près 1000 personnes qu'on interroge à chaque sondage. Voilà. Ça n'est pas le fruit du hasard, c'est vraiment un calcul mathématique et des résultats mathématiques connus qui nous disent qu'on obtient des résultats à peu près corrects en interrogeant environ 1000 personnes en faisant une enquête d'opinion. D'accord ? Alors ça, c'était pour la taille et la popularité du maire d'une ville de moyenne importance. Et qu'en serait-il de la popularité du président des États-Unis ?
avec plusieurs centaines de millions d'habitants. Hein, on n'est pas dans le même registre. Donc combien de personnes faudrait-il interroger pour tester la popularité du président des États-Unis, avec une marge d'erreur maximale de 3% et un seuil de confiance de 95%, avec les mêmes marges d'erreur et seuil de confiance. Réfléchissez-y. Eh bien, comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. La marge d'erreur T va être la même ici, 1,96. Le niveau de confiance T va être le même, 1,96. Et la marge d'erreur, 0,03, va être la même. Et donc, on va obtenir exactement la même taille d'échantillon, qu'il s'agisse du maire d'une ville, qu'il s'agisse du président des États-Unis, que l'on désire sonder une population de 20 000, de 30 000, de 100 000, de 100 millions de personnes, on aura toujours la même taille d'échantillon. La taille de l'échantillon ne dépend pas de la taille de la population. Tout ce qu'on demande, c'est que la population soit beaucoup plus grande que l'échantillon, pour que notre raisonnement du début de la démonstration puisse tenir. D'accord ? Donc on interrogera exactement le même nombre de personnes, sauf que ces 1068 personnes-là seront réparties suivant tous les États-Unis en respectant les critères importants aux États-Unis, alors que les 1068 personnes pour la popularité du maire ne seront réparties que dans la ville où je fais mon enquête, en respectant des critères propres à cette ville. La taille de l'échantillon ne dépend pas de la taille de la population. Quand j'interroge 1068 personnes, j'obtiens des résultats qui sont également fiables partout, quelle que soit l'enquête que je fasse sur n'importe quelle population. Et voilà comment on détermine la taille d'un échantillon.